Moi, je suis une bosseuse et je suis aussi une bosseuse, une abeille dans l'amour. D'ailleurs, à chaque fois que je tombe amoureuse, je fais mon enquête, je fais ma thèse sur le mec. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Qu'est-ce que l'amour ? Le dictionnaire nous en propose 6 définitions. Du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Roméo et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes, l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça à tout prix. Mais quel prix ? Celui de rester par amour, de le faire par amour, ou de ne plus avoir l'âge d'aimer. Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes, ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non. Mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Rosa, Aliona, Anouk et Lucie. Écoute, je vais quand même commencer par te dire bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous dans le podcast Pluriel Singulier de Nideco. Aujourd'hui, on va parler d'amour, comme je te le disais. On va parler de relations. On va parler de toi, parce que c'est aussi l'idée aujourd'hui, de tes relations, de ton rapport à l'autre et un petit peu aussi de ton histoire d'amour avec Nideco, parce que j'ai quand même l'impression que cette histoire d'amour qui s'est créée avec Amélie et puis aussi avec les produits, j'imagine, mais surtout avec Amélie. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Avec grand plaisir. Donc, tu es Rosa Berstein, je l'ai bien dit, ça va ? Oui. Ouais, je m'en sors bien, ok. Tu es autrice d'un livre qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Tu as ton podcast du même nom. Tu es aussi humoriste d'un spectacle qui s'appelle Rosa, parce que c'était plus simple, finalement. Et tu parles de tout, tu parles d'amour, tu parles de sexe, tu parles de liberté, de femmes, d'hommes, de tout ça. Et on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la genèse de ce podcast ? Pourquoi tu es arrivée à faire ce podcast, Les mecs que je veux ken ? Bien sûr. Alors, je jouais déjà mon spectacle de stand-up à l'époque à la Petite Loge, dans une petite salle, un petit théâtre. Et je voyais des humoristes parfois avoir leur podcast, s'inviter dans leur podcast. J'étais un peu fascinée. Et ma metteur en scène, Adrienne Ollet, m'avait dit, elle écoutait beaucoup Sophie-Marie Larouille, à bientôt de te revoir, et elle m'avait dit, Rosa, faudrait que tu aies ton podcast. Et donc, Adrienne a souvent de bonnes intuitions. J'ai été invitée dans un podcast, et j'ai dit, mais moi aussi, je veux le mien, je veux lancer le mien. J'avais un peu des envies de radio, en fait. J'avais aussi envie, on m'avait dit, oh, mais ça serait cool que tu aies une chronique sur France Inter. Donc je me disais, ah, mais tiens, j'aimerais bien Billet d'humeur, mais en attendant que ce soit possible. Donc j'avais trouvé le moyen de faire des petites chroniques dans une petite radio, genre dans une MJC, enfin un truc étudiant. Et en fait, j'avais fait un peu une chronique parodique en disant « Ha ha ha, vous allez voir, je vais lancer mon podcast. Je lancerai un podcast, ça s'appellera Les mecs que je veux ken. Et dans mon podcast, j'inviterai les mecs que je veux ken. » Et donc, c'était vraiment une blague. C'était en mode... Enfin, ça partait en fait un peu de jalousie, d'envie de tous ces gens qui créent des podcasts. Et l'idée de... Et puis, en fait, on m'a dit non, mais fais-le. Vas-y, lance-le.
Et je me suis dit, mais toute seule, techniquement, j'y arriverai pas. Donc, j'ai un peu supplié le mec que j'avais vu qui faisait ses podcasts. Je lui ai dit, tu veux pas m'aider ? Il m'a dit, ok, je te le produis. Et au moment où j'ai un peu partagé cette intention, j'ai aussi mon ami Maurice Seb Melia qui a vu que je démarrais un truc un peu comme ça et qui m'a dit, mais fais-le, ça t'ira bien, en fait. Fais ça. Et donc j'ai enregistré vers août 2019 le premier épisode. Je me suis dit, tiens, je vais inviter Pierre Thévenoud parce que c'est un copain humoriste qui est gentil et que je trouve tout à fait kennable. C'est important quand même, c'est le thème. En tout cas, c'était pour le premier épisode. Et pour les premiers épisodes, je voulais quelque chose... Je voulais être sincère dans l'idée de... Waouh, j'étais encore un peu très en découverte du milieu de l'humour et j'étais un peu fascinée par les humoristes, par les hommes qui arrivaient à être drôles sur scène. Je me disais, mais c'est évident en fait que... Je remarquais que je tombais un peu amoureuse des mecs que je trouvais drôles sur scène. Okay. Quoi. Et donc, je voulais interroger ça en fait. Je voulais voir si... qu'est-ce qui se passe au bout d'une heure de discussion ? Voilà. Ensuite, il y a plein de fonctions qui se sont ajoutées, développées au podcast. Mais je voulais savoir aussi si le désir survit à une heure de conversation, tu vois. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, comment tu les abordais ? Enfin, Pierre, du coup, c'était ton ami, mais les autres personnes, comment tu leur disais je fais un podcast, ça s'appelle Les mecs que je veux ken. Comment tu faisais pour leur donner envie de venir ? Ça les faisait marrer. Mais Pierre, cela dit, j'étais aussi intimidée parce que c'était un copain. Mais les humoristes, c'est des mecs parfois un peu machos. Hein. C'est des gars assez alpha, certains. On n'est pas non plus dans une ambiance de déconstruction intense. Hein, tu vois. J'imagine. Donc Pierre, je pense qu'il s'est marré. Et puis lui, il avait l'impression, les premiers mecs à qui je proposais ça, ils avaient une impression de contradiction en fait, entre ma manière de parler, de m'habiller, de me comporter en loge. C'est vrai que j'ai ce côté un petit peu, pas timide, mais un peu... Enfin, tu vois, je suis pas non plus... je suis un peu souriante. Je fais, dans mon langage, j'ai peu de mots en verlan. Enfin, tu vois, ken, c'était pas forcément un mot que j'utilisais tellement dans le langage courant non plus. Alors, ils savaient que je parlais de cul sur scène, mais d'un point de vue plutôt enfantin. Donc, au final, ils étaient assez peu intimidés par moi. Et le titre du podcast, ils se disaient, c'est une bonne idée. En fait, certains disaient, mais t'as raison, c'est très bien. Ils savaient pas qu'ensuite, ce podcast deviendrait moi. Qu'en fait, j'allais ressembler au fur et à mesure au titre du podcast que j'avais choisi. Ouais. Ok. Et dans ton livre, d'ailleurs, tu dis, ken, c'est le verlan de niquer. Ça veut dire baiser, procéder, aussi battre, mettre KO. Je vais tous les niquer. Tu leur disais pas du tout comme ça, j'imagine, quand tu le présentais. Oui, c'est quelque chose, c'est un peu une fonction qui c'est parmi tous les sens qui se sont révélés à moi, mais cela dit, même dans l'épisode avec Seb Melia, qui est hyper cru, où je rentre vraiment dedans avec des questions assez chocs, en fait, je crois qu'il y avait déjà quand même ce sens-là. Okay. En fait, très vite, il y a eu même l'épisode avec Nordine Ganso, qui est un autre humoriste, auquel je dis, qui à l'époque voulait conserver sa virginité pour le mariage, par religion, conviction religieuse, et je lui avais quand même dit, mais je comprends pas, la masturbation, c'est quand même du sperme qui sort, alors pourquoi ne pas faire l'amour ? Donc déjà, il y avait quand même ce truc de potentielle confrontation, en fait, de pas être langue de bois. Ouais, l'authenticité complète dans ce que tu disais. Ouais. Donc en fait, la séduction était aussi un peu biaisée. C'est pas parce que je leur lis un poème au début que je vais les courtiser uniquement pendant 1 heure, quoi. Ok, je vois. Et d'ailleurs, tu parles de séduction. Tu parles beaucoup du moment de séduction, du fait que pour séduire quelqu'un, il faut que tu vois le moment où tu peux le faire. Tu parles de la boum, par exemple, dans tes plus jeunes années. Est-ce que ça, c'est toujours le cas, ce truc de... pour séduire quelqu'un, il faut attendre un moment bien particulier pour que, je sais pas, tu sois prête. Enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as ce moment-là bien précis ? C'est bien observé de ta part, Alice, d'avoir vu ça, en effet, parmi mes manies. Je pense que c'est un peu du romantisme, au final. Okay. C'est que c'est pas tant un moment, oui, une occasion, mais aussi un peu le hasard biaisé. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec les applications de rencontres. C'est le fait de, à telle heure, on se connecte, on discute, et puis on organise un rendez-vous dans lequel on dit ce dont on a envie aujourd'hui, et on essaie d'être sincère pour dire je cherche plus un plan cul, j'ai 32 ans. Enfin, tout ça, pour moi, c'est hyper glauque. Même si je sais que c'est... Et j'admire ceux qui arrivent à le faire, en fait. J'arrive à ceux qui arrivent à être assez pragmatifs, assez chefs d'entreprise, tu vois, dans leur manière de dater. Mais moi,
je suis un peu nostalgique, en effet, de l'adolescence où tu tombais amoureux du mec de ta classe. Pas besoin d'organiser un rendez-vous à Filles du Calvaire dans un bar à 19h, mais pas trop tôt, pas trop tard. Et où, en effet, oui, la boum, le moment de la danse, le moment de la soirée, tu vois la personne dans un autre cadre. Il y a l'idée de la fin, il y a quelque chose qui se termine, c'est le moment... ça y est, c'est le moment ou jamais. Tu vois, alors j'ai un peu recopié ce process récemment, quand j'étais à New York pendant les vacances de Noël. Et puis finalement, j'y étais pendant 10 jours. Quand je suis arrivée, j'ai téléchargé une appli là-bas, super, Inched, et qui est vraiment trop cool. Franchement, il y a des super gars dessus. Ok. Et puis, en fait, j'ai eu peur de dater parce qu'il y avait au micron à fond les ballons. Et je me suis dit, déjà, j'ai flippé de ne pas pouvoir y aller. Je flippais de ne pas pouvoir revenir en France. Donc, non. Le Covid et les relations, c'est vraiment... Ouais, ça fout un peu la merde. Et finalement, 2 jours avant mon départ, je me suis dit, allez, tiens, tu sais quoi, juste avant le départ, juste avant de repartir, pourquoi pas, tu vois. Un peu comme, en effet, cette idée de boom de fin de colo, ce date de fin de voyage, ce moment où, bon, il n'y a plus rien à perdre. Et ça a fonctionné. J'ai fait un date avec un mec qui s'est hyper bien passé. Il était très... très normal, ce qui m'est peu arrivé dans ma vie de rencontrer des gens normaux. Médecin urgentiste, la classe. Okay. Ouais. Et je le revois peut-être fin mars, parce qu'il vient à Londres voir un pote à lui. Il va peut-être passer par Paris. Donc on se reverra peut-être. Ça se trouve, c'est mon futur mari, je ne sais pas. Écoute, on suivra cette actu avec beaucoup d'attention. Mais du coup, dans ce que tu dis là, sur ce côté attendre le moment opportun, est-ce qu'il n'y a pas un peu une petite construction de ciné qu'on a pu voir dans les livres de oui, le côté prince charmant, on va tomber amoureux quand il se passera quelque chose de magique. Oui, si, c'est sûr que moi je pense que j'ai bien été formatée par l'imaginaire des films et du cinéma. Mais dans les films, parfois la rencontre n'arrive pas du tout. Tu vois, un film qui m'a énormément influencée, c'est Les Demoiselles de Cherbourg. C'est pas Rochefort, c'est Cherbourg. Non, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort. Voilà, il faut faire un choix entre les deux. C'est pas Les Parapluies, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. Moi, j'étais en pleine identification fantasme d'être Catherine Deneuve. Et j'étais totalement amoureuse de Maxence. Et ils se rencontrent jamais pendant le film. Alors, ils se rêvent l'un l'autre en parlant d'une personne idéale, de quelqu'un la personne de leur vie. Et c'est marrant, ça m'a marqué parce qu'ils sont là, à quelques rues chaque fois, l'un de l'autre, et finalement, à la fin, on ne les voit jamais se rencontrer. Mais oui, ce film, ça m'a énormément, énormément marqué quand j'étais petite. Et souvent, je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un là pour moi, dans une maison, dans une rue ou dans un bar oui, non, c'est vrai que tout ça fomente un imaginaire un peu... c'est plus dur ensuite, en effet, d'accepter le calme et Oui, c'est vrai qu'on a envie d'avoir un peu le cœur qui bat, quoi. Mais j'essaye quand même de travailler là-dessus, sur l'idée d'un prince charmant, tu vois. L'idée de... Déjà, j'ai quand même grandi par rapport à ça récemment, parce que je pense que je suis devenue hyper indépendante, quoi. Et qu'aujourd'hui, je me ferais passer en premier, je pense. Ouais, ça c'est super important pour le coup. Ouais. Mais du coup, dans cette histoire, t'as un peu ce côté d'amour impossible, d'amour rêvé finalement qui n'arrivera jamais, et donc il y a le côté un peu idéalisé, quoi. Ouais, les amours impossibles, c'est vrai que c'est touchant. Mais après, il y a plein de films... c'est marrant, tu vois, ça me fait penser aussi au film de Xavier Dolan, tu sais, où c'est Les Amours imaginaires, où ils sont tous les deux, lui et c'est Monia Chokri, ils sont tous les deux amoureux de Nils Schneider, et il les séduit, puis c'est qu'un amour non réciproque. Oui, hélas, l'amour, en fait, c'est pas... Il y a 2 temps, quoi. Quand on est en présence de la personne, c'est pas, pour moi, là, le temps de l'amour. Ça, c'est le temps du plaisir, c'est sympa. Mais l'amour, c'est quelque chose, c'est un peu quand tu te retrouves toute seule et que tu te mets à rêver, quoi. Il y a quelque chose qui est lié au rêve et à l'absence de l'autre. Et là, tu commences à inventer, en fait, l'histoire. Quand tu ressens de plaisir. Souvent, tu ressens la joie, mais c'est beaucoup plus rare. Enfin, pour moi, en tout cas. Et en effet, parfois, même la peine d'amour, c'est pas du tout ça qui tue l'amour. C'est plutôt l'ennui qui met... Mais le chagrin, tu peux longtemps
hélas, continuer à aimer quelqu'un tout en ayant de la peine. Oui. C'est pas ça qui... Ça ne tue pas l'amour, ça te tutoie plutôt que l'amour, mais exactement. ça fait beaucoup de mal. Ouais. Ça fait du mal, mais et c'est peut-être en effet un peu encouragé par tous ces films, toutes ces chansons, ces livres sur le fait d'aimer en souffrant. Mais ça serait génial si, du moment où on se dit « ça me fait du mal, j'aime plus », waouh, ça serait incroyable. Mais en général, oui, non, ça se passe pas comme ça. C'est même parfois ce qu'il faudrait faire pour moins souffrir, c'est l'accord Toltec de ne pas imaginer, c'est-à-dire de ne pas prêter, se dire voilà, ça n'a pas marché parce que lui est comme ça et qu'il a vu en moi, partir dans des délires voilà. Trouver des explications qui n'ont finalement pas lieu d'être, quoi. Voilà, mais ça, on sait bien que c'est... Voilà. À ceux qui arrivent, grand bravo. Oui, je suis d'accord. Mais c'est compliqué. Ouais, c'est clair. C'est compliqué, ouais. Ça ferait peut-être beaucoup de moins de choses à se dire entre copines. Parce que le nombre de réponses qu'on essaye de trouver, de spéculations, mais en fait, c'est parce que c'est un séducteur, que parce qu'en fait, t'étais une proie, et parce qu'il t'a chassé pour ça, mais que de toute façon, il est bête, mais qu'en fait, il avait prévu, mais qu'il veut pas s'engager, mais s'il t'aime. Enfin, tu vois, ça peut partir très très loin. Ouais. On est finalement tous des très grands scénaristes dans ces moments-là. On est capable d'écrire beaucoup d'histoires. Beaucoup de profils psychologiques pour des séries, ouais. c'est certain. Et du coup, tu sépares un petit peu tout ce qui est désir, sexualité et amour, ou pour toi, c'est des choses qui sont complètement liées ? Ah, complètement liées, ouais. Ouais, il n'y a pas de... Non, pour moi, il n'y a pas énormément de différence. Je sais que je ne suis pas du tout... C'est un propos un peu clivant. J'ai plein de copines qui sont complètement pas du tout d'accord avec moi, qui arrivent vraiment à baiser des gars et avoir du plaisir et c'était juste un plan cul, quoi. Moi, ça me met du temps pour être attirée, en fait, physiquement, sexuellement par quelqu'un. Il y a plein de mecs qui, en fait, m'attirent pas, quoi. J'ai pas envie de partager quelque chose d'intime avec eux. Et puis, je pense que quand il y a le cap il y a quelqu'un qui te plaît, qu'ensuite vous partagez un moment d'intimité, vous mettez tout nu, et qu'en plus tu as du plaisir, moi je trouve ça dur de pas développer des sentiments à ce moment-là, en fait. Oui, tu livres une partie, un petit morceau de toi finalement dans ce genre de moment. Ouais, mais en fait, alors je sais pas si c'est scientifique ou quoi, mais même parfois quand tu revois la personne et que vous le faites les yeux dans les yeux, tu sais, il y a un truc, c'est comme... le lien entre le bébé et sa maman, on dit que quand il y a un lien très fort quand le bébé tète et que la mère allaite, et en général même le bébé avant qu'il s'endorme, il regarde sa mère dans les yeux et c'est un truc hyper fort. Mais en fait, quand tu fais l'amour avec quelqu'un et que vous êtes connecté, que vous vous regardez, il y a une connexion aussi qui a lieu, quoi. C'est pas et ça veut pas dire, et en plus je fais pas la distinction entre baiser et faire l'amour. Non. Je pense qu'il n'y a pas de... je veux dire, on sait très bien que du moment où les couples se mettent à faire l'amour en missionnaire sagement et gentiment, c'est plutôt mauvais signe. Enfin, tu vois, il faut au contraire, à mon avis, quand tu es dans le couple, savoir s'offrir des moments de baise et au contraire, au début des histoires, par respect, se proposer de la douceur quand tu connais pas. En fait, pour moi, la baise peut être un peu violente. Il faut déjà pas mal de confiance, en fait, pour arriver à ça. Sinon, tu te sens un peu utilisé. Et d'ailleurs, tu vois. Oui, mais du coup, toi, tu associes le fait de baiser à quelque chose d'assez plus violent, plus intense, non, mais dans bestial. le mot, tu vois, ken, niquer, baiser, etc., on imagine, tu vois, on a l'imagerie de la baise, j'en sais rien, justement, levrette sans se regarder dans les yeux, il lui tire les cheveux, il se parle pas, enfin, tu vois, tu vois, il y a des, entre guillemets, c'est la baise plus, un peu plus... bestiale, ouais, exactement, mais qui, pour moi, en fait, ça doit être un jeu, au final, et un jeu sur lequel tu t'es un peu mis d'accord, et idéalement... Et donc moi, je pense que c'est plutôt bien pour ce genre de baise, finalement, de plutôt connaître son partenaire. Plutôt être amoureux, finalement. Plutôt être amoureux et se dire... et s'amuser de baiser comme ça. Plutôt que rencontrer quelqu'un et baiser comme ça, je pense que ça peut être, pour le coup, une expérience un peu chelou. Donc c'est plus facile, finalement, de baiser avec son amoureux et de faire l'amour avec un inconnu. Ouais. Intéressant.
Ok, je l'avais jamais vraiment vu comme ça, mais je Moi trouve non ça plus. plutôt pas mal finalement. C'est au moment où je te le dis que je suis en mode bah ouais, grave. Ouais, grave, en fait. C'est ça qui est cool avec les podcasts. Est-ce que tu considères que tu es une amoureuse de l'amour ? Bah, je sais que cette expression, elle est souvent utilisée, mais non, parce que je suis amoureuse des hommes. Enfin, tu vois, à chaque fois, je tombe amoureuse d'une personne. Et c'est pas si conceptuel, c'est très concret. Au contraire, à chaque fois, c'est un vrai travail. Moi, je suis une bosseuse et je suis aussi une bosseuse, une abeille dans l'amour. D'ailleurs, à chaque fois que je tombe amoureuse, je fais mon enquête, je fais ma thèse sur le mec. Il faut que je lise tout, que je sache tout. Je me souviens, quand j'étais en 5e, j'étais amoureuse d'un mec. C'est pour lui, parce que je savais qu'il écoutait les Beatles, que j'ai acheté les Beatles, que j'ai écouté les Beatles, que je me suis mise à aimer les Beatles. En seconde, quand j'étais amoureuse d'un autre mec, Michael, dont je parle dans le livre, je me suis mise à m'habiller en noir parce que je me disais, il faut que je sois un peu... Parfois, il y a un truc un peu de transformation pour pouvoir plaire, mais il y a aussi un espèce d'objet d'enquête, quoi. Donc, je peux aimer des mecs très différents, mais à chaque fois, c'est quand même une personne en particulier qui va me fasciner, qui va me faire écouter telle musique, qui va me peut-être... quand j'étais à 14 ans amoureuse d'un Italien, je me suis dit, je vais plus apprendre la langue. Enfin, tu vois, en général, il y a du travail. Presque obsessionnel, finalement. Obsessionnel total, mais en tout cas très concret et pas conceptuel. Parce que quand c'est les pas gens disent amoureux de l'amour, c'est comme si c'était finalement, on aime le mot. Mais non, moi, c'est vraiment des personnes, des mains, des yeux, une odeur que donc, c'est vraiment, amoureuse des mecs. Des mecs que t'as voulu ken, ou que t'as ken d'ailleurs. Ouais, parfois non, parfois oui. Ouais. Et du coup, forcément, quand on s'investit comme ça, les ruptures, elles sont plus compliquées. Ah ouais, non, c'est très violent, ouais. Dans le livre, tu parles beaucoup de Malo, qui, je pense, a été quelqu'un de très important pour toi. Et tu te dis à toi-même, garde l'amour pour toi, c'est comme ça que tu vas réussir. Est-ce que tu as l'impression qu'on te pique un peu de ta personne quand on te quitte ? Alors, pas au moment de la séparation. C'est d'autres trucs au moment de la séparation. Mais après, oui, je pense que j'ai vu ma mère beaucoup donner à mon père, en fait. Alors, il lui donnait aussi. Mais quand même, elle a arrêté de travailler alors qu'elle était reporter... pour pouvoir être à la maison, faire à manger, faire les courses, gérer lui son stress, l'écouter, prendre en charge ses angoisses à lui, le laisser un peu rayonner. Alors, elle manquait de confiance. Bon, chacun a trouvé... je dis pas que c'est un ange pur, mais je sais quand même que... tu vois, quand on partait en vacances, il y avait quand même ce truc de... à chaque fois, c'était mon père qui choisissait le restaurant, en fait. Ma mère, quand elle proposait un resto, si on allait dans un port de pêche et qu'elle voyait un resto sympa, mon père était là, et prenait celui d'après, il fallait que ce soit celui qui ait choisi mon père. Et ensuite, quand on rentrait, qu'elle choisissait une table, il disait, non, il y a toujours un défaut, trop proche du bar, trop proche des toilettes, il choisissait là, il y a plus de lumière, donc bon, c'était toujours lui qui choisissait. Donc bon, c'est des mini-trucs comme ça. Et après, moi, avec Malo, j'ai beaucoup voulu porter... je pense que j'ai été très maternante. Il lisait peu, donc c'était moi qui ou lui lisais à haute voix, ou lui faisais des résumés des livres. Quand on a passé les concours de théâtre, c'est moi qui lui ai choisi ses scènes de concours, qui lui ai fait réviser ses textes, qui lui ai expliqué les enjeux. Il était malin, tu vois, mais il n'était pas très cultivé. Et donc c'est en plus de ça, c'est-à-dire que j'essayais de lui transmettre ce que moi peut-être j'avais reçu avec une culpabilité de venir d'un milieu plus privilégié. Mais quand on allait voir des films et que je disais ce que j'en avais pensé, il était toujours d'accord avec moi. Et si je lui disais mais t'as pas un avis à toi, et j'étais la méchante, tu vois. Donc j'étais trop méchante. Donc je pense qu'il fallait beaucoup le protéger, qu'il se sente bien, qu'il se sente flatté, qu'il se sente valorisé. Et ça, c'est une charge qui me fatigue. C'est normal, en fait. T'es pas censé... c'est une charge mentale, en fait. Donc tu dois tout porter, alors que... ça. En fait, vous êtes censé vous aimer, t'es pas censé faire plus que ça pour le porter, quoi. Ouais, mais c'est moi qui l'ai mise chez une psy. Et c'est vrai que je pense que j'ai vu beaucoup de femmes se mettre un peu en retrait pour que les hommes aillent bien, réussissent. Et moi, je me suis dit à moi-même, non. Enfin, voilà, il faut trouver un équilibre. Et oui, je me suis sentie vampirisée par le personnage de Malo. J'ai senti qu'il me... Et d'ailleurs, c'est la séparation qui m'a fait le moins mal. Alors, après, on est restés très amis, mais
j'ai aussi ressenti un soulagement de pouvoir repenser à moi. De te retrouver toi, finalement, et pas d'arrêter de t'oublier, quoi. Ouais, complètement. Et ça, voilà, de t'oublier dans l'autre, de tout vouloir donner à l'autre, d'encourager l'autre. Et ça, voilà, je me dis, bon, il faut quand même faire gaffe. Et d'ailleurs, dans le livre, ça m'est arrivé une deuxième fois, même avec un autre, Rick, avec qui on écrivait ensemble. Mais en fait, après tout... j'ai jamais été payée dans cette histoire, tu vois. J'écrivais gratuitement. Alors, c'était un projet de film qu'on développait ensemble. Mais aujourd'hui, je ferais vachement plus gaffe à, en fait, qu'il y ait un contrat par mon agent et que si j'écris, si je donne mes idées, c'est pas gratos, quoi. Bah oui, c'est pas parce que t'es la conjointe ou la maîtresse, en l'occurrence, que forcément, il faut travailler, aller faire ça pour les autres. Ouais. Donc non, c'est sûr que le syndrome de l'infirmière, et je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes là-dedans, terriblement, il faut essayer d'y résister, quoi. Je sais pas. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus envie d'appliquer la formule « chacun sa merde ». Mais bon, je n'ai pas forcément réussi, hein. Ouais, non, mais on a souvent des grands principes et après on les applique comme on peut. Oui, exactement. Aussi. Ok. Et tu dis à un moment dans ton livre, je suis une amoureuse effrayée. Quand je suis amoureuse, j'ai peur que l'autre s'en aille. Est-ce que tu crois que justement ce syndrome de l'infirmière, il n'est pas un peu lié à ça, de l'idée de se rendre presque indispensable pour qu'on ne puisse pas t'oublier? Je pense que c'est un manque de confiance en moi. Ok. Je pense que c'est un manque de confiance en moi. J'ai jamais été celle qui quitte pratiquement. Okay. Sauf une fois. Une fois, j'ai largué un mec et je l'ai largué parce que j'étais vraiment plus amoureuse. Ça n'a jamais été parce que je trouvais le mec pas assez bien pour moi. Ça n'a jamais été parce que j'attendais mieux ou parce que ça me convenait pas assez. C'est comme si j'avais jamais réussi à me positionner en ça ne me convient pas, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, je nous vois ailleurs. Et ça, c'est un truc sur lequel c'est très dur de bosser sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est un gros problème pour être heureux en amour. Mais je pense que si j'ai jamais réussi à quitter quelqu'un, c'est parce qu'à chaque fois, je me disais j'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai de la chance. Et voilà, surtout pas, non, le garder, ça sera difficile. Donc non, c'était... Alors que j'admire, par exemple, ma petite sœur, à un moment, aujourd'hui, elle est avec un mec super, mais avant, elle était avec un autre mec qui était pas mal non plus, elle se démerde très bien, mais elle a largué l'autre mec parce que... elle voulait que la relation progresse, qu'ils emménagent ensemble. Et au moment où ils emménagent ensemble, il lui faisait peu de place dans l'appartement. Et puis, elle s'est rendue compte qu'il ne mettait pas son nom sur la boîte aux lettres. Et elle a compris qu'en fait, il ne lui donnait pas assez d'amour et pas l'amour qu'elle voulait. Et elle a mis fin à cette histoire. Et ça, je me suis dit, waouh, il faut une confiance. J'ai eu beaucoup d'admiration pour ma petite sœur, qu'elle arrive à comprendre que ça ne lui convenait pas. Et moi, je pense que je n'y serais pas arrivée. Je me serais dit, j'aurais mis moi-même, j'aurais peut-être... je serais contentée de ça, sans conflit, quoi. Peut-être que j'aurais pas eu le courage de quitter. Enfin, c'est pas le courage, mais j'aurais pas eu l'estime personnelle de savoir exactement... quelle est ma valeur. Voilà, ça, c'est un truc que je trouve très, très, très dur vraiment à voir. Mais après, c'est un boulot sur soi. Mais j'avoue que c'est pas évident. Mais tu sais que tu as plein de gens qui t'adorent, qui vont regarder ton spectacle, écouter tes podcasts, acheter tes livres. Voilà, il faut... Enfin, je sais pas si je dis ça. Hein. C'est gentil. Je dis des choses, je ne m'applique pas, qu'on soit d'accord. Mais non, mais j'imagine que c'est difficile. Ouais, c'est dur, la confiance en soi. Après, c'est vrai que vraiment, en effet... avec le travail et la reconnaissance, ça aide parce que tu te dis j'ai du monde dans ma salle, les gens rigolent, j'ai un éditeur qui est intéressé, donc je trouve que ça permet de quand même un peu de s'accorder de la valeur, de se dire j'ai cet article, et ensuite l'amour ou un mec peut venir fracasser tout ça très rapidement. Bien sûr. Et en fait on a beau parfois oui, être dans des périodes de réussite, mais s'il se trouve qu'on s'amourage d'une personne, cette personne peut venir détruire tout ce que tu as construit. Ouais. Donc il y a pas vraiment de rationnel là-dedans. Et parfois tu as des gens qui ont confiance en eux. Voilà, c'est comme ça. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont dans un métier. En général, quand tu es dans un métier justement avec du public, des auditeurs, des gens qui t'aiment, c'est parce que le besoin d'amour est
réel. Oui, et qu'en fait, comment dire, insatiable. Enfin, je veux dire, il y en a, c'est jamais assez. Oui, tu as toujours besoin de t'assurer que tu es ta place, que les gens te valident ce que tu fais. Oui, et puis la moindre remarque négative, ensuite, mais voilà, après, franchement, tu vois, il y a des endroits où je progresse. Par exemple, ma metteur en scène m'aide là-dedans. Quand je faisais un spectacle, il y avait 100 personnes qui riaient, il y avait la personne qui rit pas, j'étais obsédée par elle. Pourquoi elle rit pas? Et ça, Adrienne me dit, on oublie en fait ça. On oublie cette personne-là. Qui rigole à côté. On se concentre sur les 99 autres. Donc tu vois, voilà, ça, il y a des petits points comme ça que j'arrive à... Mais ensuite, dans l'amour, c'est encore autre chose. Il y a encore du taf. Oui, mais en même temps, on a été construit d'une certaine manière où on attend toujours d'être validé. Et ça, je pense que ça joue aussi. Hein. Complètement. Il y a beaucoup de ça quand même chez mes copines filles, que mine de rien, quelle que soit ta réussite professionnelle, la validation ultime, elle vient d'un homme. Et elle vient de l'amour d'un homme, d'un homme qui te demande en mariage, enfin je sais pas, tous ces trucs, oui, mais qui soi-disant, c'est pas d'une autre époque, c'est encore aujourd'hui, c'est voilà. On a été éduqués dedans, donc forcément, ça crée des... C'est toujours là. Hein. Ouais, exactement. Je viens de montrer ma tête. Et tu dis que tu adorerais avoir un enfant. Ouais. Ou plusieurs, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que tu crois que ça a un impact aussi sur tes relations, les attentes que tu peux avoir ? Grave, ouais, c'est sûr que c'est très présent là. Je vais avoir 33 ans, j'adorerais avoir un enfant, j'aimerais même bien en avoir 2. En fait, c'est même pas cette histoire d'horloge biologique qui me fait chier, parce que en fait, j'en ai envie d'en avoir un maintenant. Même si c'est pas à 38 ans, les gens me disent mais t'as le temps. Je dis oui, mais j'en veux un maintenant. C'est pas le. Mais ça rajoute, en effet, ça complique les choses, parce que ça veut dire qu'il faut trouver un père. Et ça, c'est hyper compliqué. Parfois, je me demande si j'en ferais pas un toute seule. Alors, c'est des réflexions, tu vois. Je me dis, ou alors au moins, j'écrirais un film là-dessus, sur une femme qui essaie d'avoir un enfant toute seule. Parce que je trouve qu'on a commencé à avoir des récits de PMA, mais on a des récits de PMA de femmes lesbiennes, par exemple, ou alors on a des récits de FIV, de couples qui n'arrivent pas ensemble à procréer. On a peu de récits de femmes hétéros, amoureuses, romantiques, féministes, mais qui ne trouvent pas ce père et qui fait un enfant toute seule. On n'a pas encore cette histoire-là. Il y a souvent des histoires de gens qui... font des pactes avec leur meilleur ami ou des trucs comme ça. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais de discussions comme ça, je rêve d'avoir un enfant, bon, toi aussi, on n'a pas trouvé, allez, go, quoi. C'est vrai que ça se fait. Et pourquoi pas, c'est pas mal. En fait, au moins, le contrat est clair dès le départ. Il y a des couples maintenant qui se séparent tellement tôt. Au moins, ça peut être si ça permet de pas se déchirer. C'est vrai, il y a ce genre de modèle-là. Il y a des couples, des femmes hétéros seules avec des couples gays. Il y a il y a des possibilités, j'y réfléchis. Ouais. J'imagine que tu y penses forcément. Enfin, quand tu as envie d'avoir un enfant, ça a un impact. Ouais. Et tu as déjà eu des mecs avec qui tu avais une histoire et tu leur faisais comprendre que c'est quelque chose que tu aimerais bien et qui sont complètement fermés en mode non, on va pas faire d'enfant, c'est pas possible, ou parce que c'est trop tôt, parce que je sais pas, ou tu le montres trop. Je pense que récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui était un peu plus jeune, avec qui c'était vraiment sympa, et que un peu peut-être trop tôt et un peu maladroitement, j'ai un peu fait comprendre que d'ici 35 ans, que j'avais envie d'avoir un enfant. Et la personne en face n'était pas clairement motivée pour ça, et je pense que ça lui a peut-être un peu fait peur. Mais bon, je me dis que c'était pas la bonne personne. Moi, je sais que quand mes parents se sont rencontrés, c'était assez clair tous les deux qu'ils voulaient avoir des enfants. Donc je me dis, au-delà de ça, s'ils voulaient pas d'enfants, c'est peut-être qu'ils voulaient pas s'engager tout simplement. Donc, mais c'est vrai que je suis toujours étonnée du nombre d'hommes qui ont peur de l'engagement. Ça, je me dis, mais c'est ouf, quoi. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'on a souvent dit que les femmes attendaient qu'une seule chose, c'est le mariage, les enfants, que c'était le truc sur lequel on nous a formatés, et que c'est pour ça qu'ils ont peur? Ouais, je pense qu'ils sont formatés eux aussi. Je pense qu'ils sont formatés, qu'il y a plein d'injonctions à la masculinité, à la virilité, et qu'on leur dit que la liberté, c'est eux seuls avec leurs potes, leur bande de potes, leur taf, leur carrière, et que la nana, c'est la chieuse, et que ce qui est cool, c'est d'accumuler les conquêtes, et qu'une fois que t'as baisé 1 ou 2, 3 fois une nana, ça y est, c'est fini, quoi. Donc oui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour un mec
d'être amoureux, de dire à ses amis « Oh, j'ai rencontré une fille, je crois que je développe des sentiments pour elle. » C'est une phrase qui ne sortira pas très souvent de la bouche d'un homme, finalement. Mais ils n'arrivent même pas à se dire qu'ils s'aiment entre mecs. Ils n'arrivent même pas, les mecs, 2 gars hétéros n'arrivent pas au restaurant à partager un plat. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. C'est un truc d'intimité qu'ils n'arrivent pas à faire. Nous, quand entre copines, on se dit « Oh, bah tu sais quoi, on prend la pizza et la salade, comme ça on se fait moite-moite. » Tu verras jamais 2 mecs faire ça. Vrai. Faut qu'ils mangent chacun leur plat. C'est assez juste ce que tu dis, c'est vrai. C'est fou, hein ? Ouais. Mais c'est étrange. Bah, c'est de la virilité, soi-disant. Un mec, ça a faim, ça mange son plat en entier et ça veut pas partager. Ah, tu prends ça, moi je prends ça. On fait, tu vois. Donc il y a plein de trucs, mais archaïques, bêtes, et qui les pourrissent. Et là, ce qui rend très compliqué les relations hétéro, ouais. Ouais, clairement. Enfin, là, on parle quand même de juste tu partages 2 pizzas, donc en fait, tu as d'autant plus de choix et t'as tout compris. Et eux, ils se forcent à manger un seul plat. C'est triste quand ils pensent. Ouais. Ok. Triste histoire. Enfin, bon, on va pas trop les plaindre non plus, hein. Ah non. Mais oui, non, c'est sûr que c'est un peu... parfois, ça a l'air un peu foutu d'avance quand tu vois de là où on part. Ouais, après, parfois, tu te rends compte aussi dans des discussions, enfin, toi, d'autant plus avec ton podcast, que tu as des gens qui sont de plus en plus déconstruits, qui questionnent pas mal de choses. Ouais. Et quand tu prends, encore une fois, ce rôle où tu dois leur ouvrir les yeux, ça marche bien. Enfin, quand tu discutes et que tu es face à des mecs bien, c'est chouette. Mais carrément. Mais il y a du boulot et malheureusement, c'est nous qui devons porter ce boulot-là pour souvent, faire comprendre. Ouais. C'est vrai. Et que dès qu'il y a un mec un peu plus déconstruit que les autres, on est tellement heureuse qu'on lui le couvre de roses, de compliments, de bravo. Je veux dire, c'est comme les papas qui s'occupent de leurs enfants et en général l'entourage en mode mais ce père extraordinaire qui quand même n'est pas toujours en termes autant de temps que la femme, mais juste parce que le week-end tu te rends compte elle est partie avec ses copines, il s'est occupé tout seul des enfants, mais quel père incroyable. Je veux dire, voilà, on les couvre de louanges. Oui, voilà, parce que c'est des trucs qui en effet paraissent un peu normal, quoi. Bah oui, mais ça, j'y crois, ça sera une vraie normalité un jour. Il faut être positif, non, mais que ça va arriver. J'ai un pote qui a pris un congé paternité et tout le monde autour, oh là là, bravo, c'est hyper bien. Bah dis donc, ah ouais, 1 mois, 2 mois, oh là là. Et dis donc, t'as renoncé à toutes ces opportunités pour t'occuper du bébé. Oh, incroyable. Alors que, en fait, bah non, mais... Et les femmes qui le font en permanence, voilà, en fait. Mais c'est juste trop bien pour tout le monde, en fait. C'est génial, c'est leur équilibre. Et d'ailleurs, il l'aide même pas. Il fait ce qu'il est censé faire, quoi. C'est dramatique. Tout autre sujet. Tu parles très librement de plaisir féminin, d'orgasme, de plaisir tout court, d'ailleurs, pas forcément que féminin. Est-ce que pour toi, la masturbation et le fait de se faire plaisir par soi-même, c'est un point hyper libérateur ? Ouais, complètement. Surtout quand j'ai découvert, j'avais une amie qui, elle, m'avait avoué qu'elle se masturbait pas, qu'elle s'était jamais masturbée. J'ai une amie qui a commencé à se masturber, mais hyper tard. On se connaissait à l'école, donc on s'est rencontrés vers 18-19 ans. Je crois qu'à partir de 25 ans, elle a commencé à le faire. Et ah bon ? Et donc, je me suis rendu compte en discutant que vraiment... Et moi-même, j'ai commencé très tard. Hein. Je pense que j'ai commencé à me masturber après avoir eu des premiers rapports. Donc, tu vois, j'ai eu un premier rapport à 15 ans. Et je pense que vers 16-17 ans, vers la fin du lycée, j'ai commencé à comprendre que toute seule, c'était possible. Donc, t'imagines par rapport au mec qui le faisait la 6e. Enfin, donc, oui, non, c'est vrai que c'est... je pense que c'est hyper cool de savoir soi se faire jouir. C'est quand même très, 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 très important. Et j'avais rencontré une sexologue qui avait dit que même dans le couple, en fait, c'était important. Qu'en fait, c'est nous qui connaissons le mieux notre corps. Donc, même si on peut attendre des hommes qui nous donnent du plaisir et qui s'y intéressent, mais c'est bien aussi qu'ils regardent et qu'ils voient et qu'ils acceptent et qu'on leur fasse comprendre que oui, c'est OK, que ça, c'est un truc entre soi et soi-même et que ça fonctionne bien et qu'ils accueillent ça aussi. En tout cas, je pense que c'est aussi important même d'accueillir la masturbation, même à 2 pendant le sexe, que ça fasse vraiment partie... mais ça met du temps. Hein. Des mecs voient ça quand même beaucoup comme si on voulait un peu les vexer, les humilier, qu'il fallait le faire un peu en cachette, comme s'il y avait que eux. Oui, mais tu vois, moi j'ai des souvenirs plus jeunes de premiers amours où, en fait, de savoir que mon mec se masturbait seul, j'étais là en mode... Non, en fait, et maintenant c'est genre une évidence, mais tu sais, t'as ce truc de pourquoi, tous les deux. Et du coup, eux, ça leur arrive sur le tard parce que
les femmes se sont masturbées beaucoup plus tard, mais tu vois, t'as ce truc un peu... De jalousie, ah oui, ouais. Enfin, je sais pas si toi, t'avais ce truc-là, mais... Non, ça, c'est marrant, je l'ai pas trop eu. J'ai même pas trop eu... En fait, c'est marrant, mais Malo, dans le livre, il m'avait assez tôt dans notre relation, je me souviens, on se promenait et on était tout en haut de la rue Montorgueil, donc rue des Petits Carreaux. Puis il s'était arrêté, il était blanc comme un linge et je crois qu'il s'était quasi mis à pleurer. Il me disait, faut que je te dise un truc, j'ai cru qu'il allait me quitter. Et en fait, il m'a avoué qu'il était addict à la masturbation et au porno. Ok. Et donc, en fait, il le faisait beaucoup, et qu'en fait, ça le rendait malheureux. Mais le fait qu'il me l'avoue, et que lui, je me suis dit, ok. Et je crois que du moment où il me l'a dit, ça a déjà été beaucoup plus facile pour lui parce qu'il a vu que je le jugeais pas, que j'avais pas trop de rapport de moralité là-dedans. Je sais pas comment ensuite je sais pas si ça a même pas suffi en fait qu'il me le dise pour que lui derrière ça aille mieux. Mais donc oui, en fait, c'était un énorme tabou pour lui. Oui, il avait très très honte. Ouais. Il avait vraiment honte. Et en fait, quand il a vu que moi j'étais moi, le porno, il y a des pratiques dans le porno que je trouve hyper dégradantes pour les femmes. Et je pense que c'est un long sujet. Oui. Mais ensuite, par contre, que j'ai toujours trouvé ça plus cool que le mec, en fait, se donne du plaisir et trouve les moyens solo, qu'il me trompe. Ça, c'est un truc que j'avais mis très clair, par contre, avec lui, c'est que je ne souhaitais pas qu'il me trompe. Ça, c'est vrai que, pareil, c'est un truc qui n'est pas très moderne à l'heure du polyamour et du couple libre et des relations ouvertes. Mais je sais pas si c'est pas moderne, c'est juste qu'il y en a qui sont convaincus par ça et d'autres pas du tout, et c'est ok, je crois. Hein. Il y en a qui disent que cette espèce de fidélité absolue, c'est ce qui flingue les relations et qu'en fait c'est un idéal inatteignable, mais surtout à partir d'un certain nombre d'années. Moi, je l'ai quand même toujours un peu senti comme le contrat de base. Écoute, voilà, c'est comme ça. Surtout que vu que moi j'assimile autant le sexe à un acte amoureux, c'est pas moi j'ai pas envie que tu tires un coup avec une autre. Je trouverais ça pas très fair non plus pour l'autre. Donc j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui ait ce quelqu'un en side comme ça. En fait, je trouve ça un peu dégueulasse les couples qui se disent on est amoureux, tu peux prendre une nana juste pour le cul, mais enfin bon, ok. Donc moi j'étais un peu fermée. Je suis toujours assez fermée à l'idée de me dire moi si je suis avec un mec, moi il m'aime, mais il a le droit de se vider dans des meufs juste pour le cul. Enfin, je sais pas, je trouve ça violent pour ces femmes-là. Mais du coup, toi, dans les relations que tu as pu avoir, tu as été ces femmes-là, en l'occurrence. Justement, je me suis retrouvée à être la maîtresse et j'en ai souffert. Ouais. Et c'était vraiment, pour moi, c'était un interdit total de se retrouver dans cette position et une vraie honte. Et je me suis sentie un peu une arnaque, quoi. Quand tu vois, tu te retrouves à être la maîtresse et puis tu te le justifies par X manière et en fait tu te sens vraiment quand même sacrément utilisée. Et non, c'était assez sensation très humiliante. Donc j'avoue que oui, non, c'est pas... Du coup, t'as pas envie que la personne avec qui t'es reproduit ça avec quelqu'un Ouais, et je fais hyper gaffe aux mecs maqués parce que y en a qui sont vraiment carrément séducteurs et ça m'est arrivé quand même 2 fois de tomber un peu dans le panneau. Et ensuite, une 3e fois, quand même, on n'était pas mariés, mais était maqué. Et il était hyper dragueur, mais intelligemment. Et ça il s'est rien passé avec lui, mais ça a été vraiment la goutte d'eau de... Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Faut arrêter de flirter à tout va, quoi. Ah oui, non, moi, ça vraiment, il y a un truc, maintenant, c'est un gros panneau rouge, mais même pas pour un... Enfin, vraiment, c'est... t'es maqué, c'est ton problème, c'est ton choix. Vraiment, c'est dead, quoi. C'est mort. Voilà. Les gens font... Alors après, je sais qu'il y a des sites d'applications parce qu'il y a des gens qui sont chacun mariés depuis longtemps et qui souhaitent se rencontrer. Il y a plein de... Ensuite, la vie, elle est différente à 30, à 40, à 50. Mais moi, je considère à 32 piges que si j'ai un gars maqué qui me drague aussi... et en général, ils le font vraiment bien. Parce que, en fait, les mecs maqués savent très vite aller beaucoup plus facilement sur le terrain des sentiments et de l'amour que les gars célibataires. Parce que comme t'as les mecs célibes, ils ont peur de l'engagement et tout, ils vont se comporter un peu froidement, un peu comme des connards, parce qu'ils n'ont qu'une crainte, c'est qu'en fait, tu crois que... Mon Dieu, je suis amoureux, mon Dieu, quelle horreur. Alors que le mec maqué, il est sauvé par le fait qu'en fait, il est déjà engagé quelque part, mais donc il n'est pas disponible, et donc il va très vite sur les sentiments et quelque chose d'hyper flatteur et rare.
Et il faut vraiment... Ouais, Là, c'est vraiment, dangereux, quoi. Ouais. Ok. Enfin, je dis ça à les mecs, ça se trouve peut-être qu'il y a des nanas qui... Oui. Ça m'est arrivé aussi d'entendre des potes dire j'étais en une soirée, pendant toute la soirée, la nana, on s'est parlé, je croyais qu'il se passait vraiment quelque chose, et à la fin de la soirée, elle m'a dit qu'elle était maquée. En général, peut-être les nanas, c'est moins pour posséder sexuellement que pour allumer, se sentir désirée, draguée. Et à la fin, en fait, le mec se sent un peu utilisé parce qu'il dit en fait, elle n'était pas du tout dispo, quoi. Elle avait juste besoin de se sentir... Donc oui, je dis pas qu'il n'y a pas des comportements parfois des deux côtés qui sont chelous. Oui, mais bon, après, tu parles de tes histoires à toi, Voilà, et on de laissera, mon point de vue, on laissera les mecs se plaindre de leur côté. Dans ta liste des choses agréables, il y en a une qui m'a fait sourire. T'as mis tomber amoureuse. Oui, ouais. Ouais. Tomber amoureuse, c'est agréable au tout début, ouais. Ouais, au tout début, c'est même le max. Je sais pas si c'est des endorphines ou l'adrénaline ou quelle hormone du plaisir, mais le moment où tu reçois le message d'amour de la personne que toi tu kiffes, ça te fait planer, monter très 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 haut, quoi. Donc oui, ça, il y a un truc... Mais oui, chose très agréable, beaucoup de plaisir d'être amoureuse au début. Les débuts, ouais, c'est sûr que c'est... Ah oui, ça te rend... ça fait danser. Enfin, moi, j'ai quand même des up and down assez marqués, en fait. Donc quand je suis up, je mets la musique, je danse toute seule. Je me fais des booms, je veux dire... On revient à l'histoire de la boom. Ah oui, vraiment, c'est la joie la joie de sourire de tout au tout début quand t'aimes quelqu'un et que ça se passe bien, mais t'as l'impression limite que c'est comme si le film de ta vie avait des couleurs, quoi. En fait, d'un coup, c'est hyper joyeux, et puis... alors, ça dure jamais, mais ça peut durer très longtemps quand même. Et puis oui, non, ensuite... Bon, par contre, derrière, tu payes... Ça a quand même un prix, hein. Et en général, le prix est plus long que le moment de joie. Enfin, pour moi, c'est assez mathématique. Tu multiplies par 2 la tristesse. C'est-à-dire, si tu as eu un mois de joie, tu vas avoir au moins 2 mois de tristesse. Si tu sors, tu vois... Ok, donc imaginons que tu es en couple avec quelqu'un, genre, je sais pas, 5 ans, tu vas être triste 10 ans. En tout cas, la joie coûte très cher. Pour moi, il y a un prix à payer et le prix est assez élevé. Ouais. C'est vraiment le plaisir que tu as. À chaque fois que tu as... C'est pas pour en plus, ça ne le diminue pas. Mais en général, quand tu sais que quand tu as ce plaisir, tu es là en mode je reconnais très bien cette sensation. Il faudra certainement, il y aura peut-être une addition quelque part, mais tu veux pas y penser. Mais a priori, il y en a quand même une à un moment qui vient. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience. C'est super intéressant. Et en général, les gens qui souffrent moins, c'est peut-être parce qu'ils ont un tout petit peu moins de plaisir ou un plaisir peut-être un peu moins intense, tu vois. Les nanas qui arrivent à « Oh, c'est fini », et puis en 2 jours, elles sont passées à autre chose. Peut-être qu'elles ont été moins en kiff. Mais en général, si tu... mais c'est très bien si tu arrives à diminuer les périodes de peine après les périodes de joie, ça, c'est cool. C'est un boulot, il faut essayer de voir comment, mais... Mais du coup, est-ce que maintenant, en vieillissant, pardon d'utiliser le mot, t'abordes tes relations avec beaucoup plus de barrières, ou tu y vas toujours la tête la première? J'essaye de voir c'est quoi les green flags, les red flags. Je trouve que c'est très compliqué à déceler, quoi. Pour moi, tu les vois pas au début, tu s'en rends compte après. Et en plus, ça, pour le coup, tu vois, parmi les expressions sur l'amour, il y a une expression qui est très vraie, l'amour rend aveugle. Oui. D'ailleurs, je crois que même scientifiquement, c'est plus ou moins explicable par rapport. Mais c'est sûr que tu vois ce que tu veux voir et que tu vois pas tout, et qu'ensuite c'est l'épreuve du couple. C'est voir le reste, quoi. Mais en même temps, moi je trouve ça plutôt chouette. Ça veut dire que tu gardes ton innocence. Enfin, c'est quand même dans le fait de tomber amoureuse, c'est ce truc de tu vas et tu sais. Enfin, oui, en effet, derrière tu sais que tu vas peut-être morfler, mais en même temps tu y vas quand même, et tu gardes ce côté un peu naïf, mais dans le sens positif du terme. Tu y vas, quoi. Ouais, en fait, c'est marrant. J'ai plus vu ça comme des différentes personnalités que des questions d'âge. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que les femmes qui étaient, entre guillemets, cœur bleu ou amoureuses ou passionnées, elles l'étaient plus ou moins de la même manière à 13, 20, 40 ou 67 ans. Alors que les femmes plus pragmatiques, pas forcément plus froides, mais investissant moins la question du cœur, de 18 ou 39 piges, c'était la même chose, quoi.
Okay. Donc je sais pas si tu t'assagis en vieillissant. Peut-être que tu arrives quand même... hélas, tu te fais surprendre. Hein. Tu peux avoir la distance de voir un tout petit peu les mécanismes en place. Mais la vie est bien faite parce que tu retombes. T'as tendance à oublier ce qui s'est passé, quoi. Mais ouais, c'est fou. C'est fou. Mais c'est pour ça même que je trouve ça étonnant quand les gens disent qu'ils tombent amoureux 1 ou 2 fois dans leur vie ou qu'ils se tombent amoureux la première fois à 25 ans. Je me dis, c'est hyper tard. Et moi, je tombe amoureuse tout le temps. Tu vois, je tombe amoureuse tout le temps et à chaque fois de la même manière et à chaque fois éperdument. Mais parce que voilà. C'est ton fonctionnement, ouais. Bah ouais. C'est plutôt cool. Parce que ça fait partie des choses agréables. Sur le moment, c'est cool, ouais. Sur le moment. Ouais, la suite est plus compliquée. L'intimité. Bah déjà, réponse super basique, mais se mettre tout nu. Ouais. Se mettre tout nu. Moi, je suis quelqu'un d'hyper pudique, en fait. On dirait pas avec mon spectacle, mais sur le corps, j'aime pas me mettre en maillot de bain à la plage. J'ai toujours un paréo. Je suis jamais à poil chez moi. Je suis toujours en pyjama. J'ai toujours un peignoir. La nudité, pour moi, c'est un truc un peu particulier, vraiment. Et donc, quand t'offres ça à quelqu'un, de se voir tout nu, bah déjà, oui, ça crée un lien. Je me suis peu montrée toute nue avec mes copines, même avec ma meilleure amie. On est toujours gênés, enfin, on se regarde, on n'est pas à poil l'une. Enfin, vraiment, c'est quelque chose... Donc, je pense déjà les corps nus. Le sommeil aussi, dormir avec quelqu'un, passer la nuit avec quelqu'un, réussir à dormir à côté de quelqu'un. Ça, c'est vrai que accueillir quelqu'un chez soi, oui, je trouve qu'il y a plein de choses. Se réveiller, quand t'ouvres en fait ton intimité à quelqu'un, ouais. Quand t'es seule. Mais pour moi, c'est très lié d'ailleurs en fait à l'érotisme, l'intimité. Enfin, pour moi, c'est le truc le plus sexy, c'est l'intimité. Tu vois, je suis pas du tout exhibo. Et j'ai du mal avec les gens qui Enfin, ça me gêne. Les gens c'est très rare que j'ai embrassé. J'aime pas trop embrasser en public. J'aime bien que ce soit secret. Ouais. Ça m'est arrivé quelques fois d'embrasser mon copain dans le métro et tout, mais tu vois, si je suis dans le métro, qu'il y a un couple en face de moi et qui se caresse les mains de façon un peu trop sensuelle, en fait, ça me met mal à l'aise. Enfin, pour moi, c'est un peu de l'exhibitionnisme. Enfin, c'est-à-dire qu'ils m'incluent dans leur sexualité. Enfin, tu vois, je vois le rythme à laquelle il lui caresse la main et je me dis, j'ai pas envie d'être témoin de ça, quoi. Pour moi, c'est déjà un rapport sexuel. Donc tu peux en parler facilement, très facilement. Ouais. Mais... l'intimité, c'est le rapport charnel, finalement. Ouais, l'intimité, c'est le rapport charnel. Et même si j'en parle facilement, j'en parle dans des cadres précis. Tu vois, c'est des blagues que j'écris, ou un livre que j'écris, ou un podcast auquel j'accepte de venir. Mais par contre, si justement, après mon spectacle, des gens que je connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam, m'en parlent, mais parce qu'eux, ils pensent qu'on est devenus amis et que moi, je les connais pas, je peux être très gênée. Ouais. Ok. Merci beaucoup Rosa pour ton temps, c'était trop chouette de parler avec toi. Merci beaucoup Alice, ouais, c'était hyper chouette, merci infiniment. Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram @nide_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite!